Bonjour, alors nous allons consacrer cette leçon à l'analyse économique de la responsabilité civile. En matière de responsabilité civile, on peut grossièrement distinguer deux types de régimes, un régime de responsabilité avec faute, et la référence c'est l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et puis il y a un régime de responsabilité sans faute. Là, la référence, ce serait plutôt l'article 1384 du Code civil. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Alors, quelle est la fonction économique des régimes de responsabilité civile? Pour les juristes, et pour aller vite, la responsabilité civile sert avant tout à dédommager la victime d'un accident. C'est une vision que l'on peut qualifier d'ex post. Pour les économistes, la fonction de la responsabilité civile est aussi de dissuader des accidents. C'est une vision que l'on peut qualifier d'ex ante. Mais en fait, le point de vue des économistes est un peu plus subtil. Le régime de responsabilité civile devrait contribuer à minimiser le coût social des accidents. En effet, outre le dommage causé par les accidents, il faut aussi prendre en compte le coût que l'on doit subir pour prendre une précaution et également le coût d'administration des régimes de responsabilité. Alors cette idée des économistes que nous allons développer dans cette leçon est en fait due à un juriste américain, un juge américain, Guido Calabresi. Alors le plan que je vous propose pour cette leçon est le suivant. Dans une première partie, nous allons définir et étudier le coût social d'un accident que je vais qualifier d'unilatéral, et je reviendrai sur cette signification dans un moment. Et nous étudierons également les conditions de sa minimisation. Puis dans une seconde partie, nous étudierons le rôle de la responsabilité civile dans la minimisation du coût social d'un accident unilatéral. Dans la troisième partie, nous verrons deux extensions de l'analyse. Et puis en quatrième et dernière partie, nous appliquerons cette analyse à l'étude de la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui concerne les accidents de la route. Alors commençons avec la première partie intitulée Le coût social d'un accident unilatéral. Alors, que faut-il entendre par accident unilatéral? Eh bien, c'est un accident dont la réalisation ne dépend que de l'effort de précaution d'une seule personne. Bon, imaginons le cas d'un propriétaire d'un bateau qui transporte des marchandises. Eh bien, les accidents, on peut, en première analyse, supposer qu'elles ne dépendent que de l'action du propriétaire du bateau, en matière de précaution, j'entends. Alors, le coût social de l'accident dans ce cas-là est égal d'une part à l'espérance mathématique du dommage, donc je vous rappelle, c'est une notion que nous avons déjà vue. L'espérance mathématique du dommage, c'est la somme des valeurs possibles que prend le dommage, pondérées par les probabilités d'apparition de ce dommage. Et à ce coût espéré, on ajoute le coût des précautions et éventuellement le coût d'administration du système de la responsabilité. Alors, ce qu'il faut faire, ce qui serait souhaitable de faire, c'est de minimiser ce coût social des accidents. Et l'arbitrage qu'il faut rendre concerne le niveau de précaution. Prendre davantage de précautions est coûteux, mais fait baisser la probabilité de réalisation des sinistres et donc le coût espéré des dommages. Alors, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer le montant des précautions qui minimise le coût social des accidents. Alors, à ce niveau, une hausse de l'effort de précaution entraîne un accroissement du coût de ces précautions qui est supérieur à la baisse de la valeur espérée des dommages. Et une baisse de l'effort de précaution entraîne une baisse du coût des précautions qui est inférieure à la hausse de la valeur espérée des dommages. Donc, quand on a choisi le bon niveau optimal de précaution, tout ça s'équilibre. Alors, je vous propose d'illustrer ceci avec l'exemple suivant. Donc, considérons un cas où il y a trois niveaux possibles de précaution. Il y a
un niveau nul de précaution, un niveau moyen et un niveau élevé. Et on suppose que le montant du dommage, lorsque l'accident se réalise, c'est 100 euros. Bien. Alors plus précisément, nous allons supposer que lorsque, donc vous avez le tableau sous les yeux, donc vous voyez que lorsque le niveau de précaution est faible, il y a une grande probabilité que l'accident se réalise, il y a 9 chances sur 10, et à ce moment-là, le coût espéré, le coût social de l'accident, c'est juste 90. Pourquoi? Parce que c'est 0,9 que multiplie 100. Lorsqu'il y a un effort de précaution moyen qui est fait, alors ce qui entraîne une dépense de précaution de 20 euros, eh bien le coût social des accidents, c'est le dommage espéré. Alors là, la probabilité de dommage, de réalisation de l'accident, c'est 1,5. Donc le coût espéré de l'accident, le coût espéré du dommage, c'est 50 euros. Et on y ajoute 20 euros pour les efforts de précaution, donc ce qui nous fait un total de 70 euros. Et puis si on fait un effort élevé de précaution, alors ça entraîne un coût qui est égal à 60 euros, mais ça baisse la probabilité de réalisation d'un accident à 0,2. Donc le coût espéré du dommage, c'est 0,2 que multiplie 100, c'est-à-dire 20 euros, auquel s'ajoute le coût de la précaution, ça fait c'est-à-dire 60 euros. 20 plus 60 euros, ça nous donne 80 euros, qui donne donc le coût social d'un accident quand on a fait un effort élevé de précaution. Et ce dont on se rend compte, c'est que le coût social est minimisé avec un niveau de précaution moyen. Hein, le niveau minimal du coût social, c'est 70 euros. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que le niveau de précaution qui est optimal du point de vue de la collectivité, c'est-à-dire quand on veut minimiser le coût social des accidents, eh bien, ce n'est pas le niveau de précaution qui minimise la probabilité des accidents, même le nombre des accidents. Il faut en effet tenir compte du fait que minimiser le nombre des accidents, c'est coûteux. Donc il faut prendre en compte ce coût. Alors la question qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir si les régimes de responsabilité civile permettent de mettre en œuvre ce bon niveau de précaution, le niveau optimal de précaution, celui qui minimise le coût social des accidents. Donc c'est ce que nous allons voir dans la seconde partie consacrée au rôle de la responsabilité civile. Alors tout d'abord, on peut se demander si la responsabilité civile, en tant que structure juridique, est nécessaire. Imaginons qu'il n'y en ait pas. D'accord, il n'y a pas de possibilité de réclamer des dommages-intérêts, etc. Alors on pourrait imaginer une solution à la cause que nous avons vue dans une leçon précédente, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de responsabilité civile, eh bien la victime pourrait avoir intérêt, même aura intérêt, à financer à ses frais les dépenses de précaution que devrait prendre celui qui est responsable de l'accident, enfin qui cause l'accident. Mais évidemment, il y a des coûts de transaction dans la vraie vie, si je puis m'exprimer ainsi, qui empêchent ce genre d'accord à la cause de se réaliser. Et donc le rôle du droit, c'est de permettre l'existence, enfin de donner des structures qui vont inciter ceux qui sont responsables des accidents à prendre des efforts de précaution. Alors, donc ce que nous allons faire, c'est étudier l'effet sur les montants de précaution des différents régimes de responsabilité civile, c'est-à-dire, enfin, nous allons prendre deux évidemment, ce que j'ai annoncé en introduction, le régime de responsabilité sans faute et le régime de responsabilité avec faute.